Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un site absolument mythique, Machu Picchu. Cette cité inca perchée là-haut, dans les Andes péruviennes. On a pas mal de documents sous les yeux, et notre but, c'est vraiment d'explorer son histoire, de sa création à sa redécouverte. Et puis de voir aussi les défis actuels, face au tourisme de masse notamment. On entend souvent parler de cité perdue, mais on va voir que, la réalité est un peu plus nuancée. Alors commençons cette exploration. Tout à fait. Alors, Machu Picchu, littéralement vieille montagne en quechua, ça date du XVe siècle. Les recherches les plus récentes suggèrent qu'il s'agissait d'un domaine royal, celui de l'empereur Pachacutec. Ah oui. Oui, construit peut-être vers 1440 suite à une conquête, donc plus qu'une simple forteresse, c'était sans doute une résidence saisonnière pour l'élite et un sanctuaire religieux important aussi. D'accord. Donc, pas juste un bastion militaire. Plutôt un lieu de pouvoir et de culte. C'est ça. Pour la population, les estimations varient, disons entre 300 et 1000 personnes. Il y avait l'élite, bien sûr, mais surtout des serviteurs permanents, les Yanakona, des hommes, et les Akla, des femmes choisies. Et puis il y avait les travailleurs Mitmakuna, déplacés d'autres régions pour cultiver les fameuses terrasses. Et alors, comment un lieu si central a pu être, entre guillemets, oublié après la chute de l'Empire Inca? Après la chute de l'Empire au XVIe siècle, guerre civile, conquête espagnole, tout ça, l'élite a progressivement quitté le site, les paysans Mitmas sont retournés sur leur terre d'origine, mais oublier, c'est un grand mot. Il n'a jamais vraiment disparu de la mémoire locale, vous voyez. Ah d'accord. Oui, il y a même les documents espagnols de la fin du XVIe qui mentionnent des visites, des tentatives d'évangélisation. Donc ce mythe de la cité perdue, c'est surtout une construction un peu plus tardive, occidentale. Et c'est là qu'intervient Hiram Bingham, en 1911. Lui, on le présente souvent comme le découvreur. Oui, alors que, il faut nuancer. Il a été guidé par des locaux, Melchor Arteaga, notamment, et puis il y avait déjà un certain Agustín Lizárraga qui avait laissé son nom gravé sur une pierre en 1902. Incroyable. Mais le vrai mérite de Bingham, et il est immense, c'est d'avoir saisi l'importance archéologique du site. Il l'a étudié scientifiquement et surtout il l'a fait connaître au monde entier. Grâce à ses publications, au soutien de la National Geographic Society. Ce qui a d'ailleurs soulevé une longue controverse, non? Avec les artefacts emportés à Yale. Exactement. Des objets qui n'ont commencé à être rendus au Pérou qu'à partir de 2010, donc très tardivement. Aujourd'hui, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Et c'est vrai que c'est un témoignage incroyable du génie inca. On voit bien les deux zones principales, la zone agricole, avec ses terrasses impressionnantes, Oui, c'est spectaculaire. conçues pour la culture, mais aussi pour le drèvage et la stabilisation. Et puis la zone urbaine, avec des quartiers bien distincts, sacrés, populaires, nobles. Et des bâtiments emblématiques comme le Temple du Soleil, le Torréon, qui est construit sur un rocher, avec une cavité en dessous, peut-être un mausolée. Et la pierre Intihuatana. Ah oui, la fameuse pierre Intihuatana, probablement un cadran solaire ou un observatoire astronomique. L'architecture est typiquement inca, des pierres taillées, ajustées avec une précision parfois bluffante, même si la majorité des murs utilisent des pierres plus irrégulières, liées avec de la terre. Mais voilà, cette renommée mondiale, elle a un coût. On parle de chiffres de fréquentation qui donnent le tournis. Passer de moins de 70 000 visiteurs par an à la fin des années 80 à plus d'1,5 million en 2017 ou 2019, c'est juste énorme. Bien au-delà de ce que l'UNESCO recommande. Et c'est là tout le problème actuel, le surtourisme. Ça pose des défis gigantesques. Il y a des risques d'érosion, de glissement de terrain qui sont accrus. C'est une zone avec beaucoup de pluie. Il y a aussi eu des incendies dans la zone protégée. Sans parler de la gestion des déchets, de la pollution de la rivière Urubamba, juste en bas. Ah oui, c'est un équilibre très fragile. Très fragile. Des mesures ont été prises, quand même. Des quotas de visiteurs. Oui, il y a des quotas. Mais ils sont souvent dépassés. Ou alors ça crée des tensions, comme on a vu en 2022. Il y a des circuits obligatoires, des groupes limités, des caméras. Il y a même eu ce projet un peu fou de planter 1 million d'arbres pour essayer de stabiliser un peu la zone. 1 million d'arbres. Oui, mais la pression reste énorme. Il suffit de voir le projet controversé d'aéroport international à Chinchero, juste à côté. Ça montre bien l'enjeu économique derrière. Donc pour résumer, Machu Picchu, c'est bien plus complexe qu'une simple cité perdue. C'est un domaine royal, inca et sophistiqué. Tout à fait. Abandonné après les bouleversements historiques, puis redécouvert, popularisé au début du XXe siècle.
et qui aujourd'hui lutte pour sa préservation face à son propre succès planétaire. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment un lieu qui a été rendu vulnérable par l'effondrement d'un empire, se retrouve aujourd'hui menacé par l'admiration même qu'il suscite dans le monde entier. Ça soulève une question fondamentale, qui dépasse largement le cas de Machu Picchu. Comment on fait pour concilier la protection d'un patrimoine aussi inestimable avec ce désir universel de le découvrir, de s'en approcher,